31 octobre 2008. Le monde est en train de s'effondrer. La faillite de Lehman Brothers a déclenché un séisme financier sans précédent. Les banques ferment, les épargnants paniquent et les gouvernements impriment des milliards pour colmater les brèches. C'est précisément ce jour-là, dans l'indifférence générale, qu'un utilisateur anonyme nommé Satoshi Nakamoto publie un document de 9 pages sur une liste de diffusion de cryptographes. Son titre, Bitcoin, a peer-to-peer Electronic Cash System. Ce n'est pas juste un logiciel, c'est un manifeste. Une proposition pour une monnaie qui n'appartient à aucune banque, aucun État, et que personne ne peut censurer. Mais avant de comprendre comment ça marche, il faut comprendre le problème que Satoshi a résolu. Dans le monde numérique, tout est copiable à l'infini. Si je vous envoie une photo par mail, j'en garde une copie. Pour de l'argent, c'est impossible. Si je vous envoie 10 €, je ne dois plus les avoir. C'est ce qu'on appelle le problème de la double dépense. Jusqu'ici, on avait besoin d'un tiers de confiance, une banque, pour vérifier que l'argent est bien parti de mon compte vers le vôtre. Satoshi, lui, a trouvé le moyen de s'en passer grâce à une base de données partagée par des milliers d'ordinateurs, la blockchain. Le 3 janvier 2009, le réseau Bitcoin respire pour la première fois. Satoshi mine le tout premier bloc de l'histoire, le bloc Genesis. À l'intérieur du code de ce bloc, il grave une phrase qui restera à jamais dans l'histoire. The Times, 3 janvier 2009. Chancellor on brink of second bailout for banks. C'est le titre du journal du jour. En gravant cette phrase, Satoshi prouve non seulement la date de lancement, mais il signe son acte de rébellion. Le Bitcoin est né en réaction directe à l'échec du système bancaire traditionnel. Mais comment ce réseau survit-il? Sans patron. Grâce au minage. Imaginez des milliers d'ordinateurs, à travers le monde, qui font une course de vitesse. Ils doivent résoudre un puzzle mathématique incroyablement complexe. Le premier qui trouve la solution a le droit d'ajouter une page à la blockchain, un bloc. Et en récompense, il reçoit des bitcoins tout neufs. Ce processus s'appelle la proof of work ou la preuve de travail. Mais cette course demande une puissance de calcul immense. C'est justement ce qui rend le bitcoin presque impossible à pirater. Car pour tricher, il faudrait contrôler plus de la moitié de la puissance totale du réseau mondial. Et ça, c'est techniquement et financièrement irréalisable. Pendant plus d'1 an, le Bitcoin ne vaut rien. C'est un jeu pour passionnés de cryptographie. Tout bascule le 22 mai 2010. Un développeur, Laszlo Hanieks, poste un message sur un forum. Il offre 10 000 bitcoins à celui qui lui fera livrer 2 pizzas. Un autre utilisateur accepte le deal et commande chez Papa John's. À l'époque, ces 10 000 bitcoins valaient environ 41 $. Aujourd'hui, avec un bitcoin à des dizaines de milliers de dollars, ces 2 pizzas représenteraient des centaines de millions. C'est la première fois que le bitcoin sort du monde numérique pour acheter un bien réel. En 2011, alors que le bitcoin commence à attirer les médias, et même le FBI, avec l'affaire Silk Road, Satoshi Nakamoto prend une décision radicale. Il envoie un dernier email à ses développeurs. « Je suis passé à autre chose. Le projet est entre de bonnes mains. » Puis, il disparaît. Personne ne sait qui il est. Il possède pourtant plus d'1 million de bitcoins qui n'ont jamais bougé de ses portefeuilles. En s'effaçant, Satoshi a fait du bitcoin le premier projet financier totalement décentralisé, sans leader. On ne peut pas l'arrêter. Pourquoi le bitcoin prend-il autant de valeur? Parce qu'il est rare. Contrairement à l'euro ou au dollar, que l'on peut imprimer à l'infini. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins. Tous les 4 ans, un événement appelé le halving divise par 2 la création de nouveaux jetons. C'est ce choc entre une offre qui diminue et une demande qui augmente, qui crée les cycles de hausse spectaculaires. Le bitcoin n'est plus seulement une monnaie, c'est devenu l'or numérique. 15 ans après sa création, le bitcoin est toujours là. Il a survécu aux interdictions, aux cracks et aux critiques. Est-ce le futur de notre économie ou une simple parenthèse? Une chose est sûre, Satoshi Nakamoto a ouvert une porte que personne ne pourra plus jamais refermer. Mais ce n'est que le début. Dans la prochaine vidéo, on passe au niveau supérieur. Je vous expliquerai comment les géants de la finance, comme BlackRock, sont passés de détracteurs à acheteurs massifs. Avec l'arrivée des ETF, vous allez voir que les institutions sont déjà en train de changer les règles du jeu. Et vous,
Possédez-vous déjà une fraction de cette histoire? Dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite et comprendre, ensemble, le monde de demain.